et un État qui maintient l'ordre républicain sur le terrain, parce qu'en maintenant cet ordre-là, nous retrouverons une qualité de vie que nous avons perdue. Moins de voyous à incarcérer, et etc., etc. C'est une diminution, parce que l'insécurité, c'est pas que la police, hein, c'est pas que la justice. Derrière, vous avez tout le problème des assurances et du coût. Alors justement, ça, on n'en parle jamais. Mais je peux vous dire qu'au fur et à mesure que l'insécurité progresse, eh bien, les primes d'assurance elles-mêmes progressent, et c'est systématiquement l'honnête citoyen qui paie pour les voyous et pour le système. Sans assurance, il devient extrêmement difficile d'investir. Pourquoi ? Parce que les banques refusent généralement de financer des projets qui ne sont pas protégés contre les principaux risques. Chers amis de la liberté, bonjour. Aujourd'hui, je souhaite aborder un sujet qui a suscité beaucoup d'émotions, mais qui mérite également une analyse économique froide et rationnelle. L'impact des émeutes qui ont accompagné les célébrations de la victoire du Paris Saint-Germain et plus particulièrement leurs conséquences sur le secteur de l'assurance, l'investissement et la liberté économique. Lorsque nous voyons à la télévision des véhicules incendiés, des vitrines détruites, des magasins pillés ou des équipements publics dégradés, nous avons souvent tendance à nous concentrer sur l'événement lui-même. Pourtant, derrière chaque image spectaculaire se cache une réalité économique beaucoup plus profonde. La question centrale est simple. Qui paie réellement les dégâts? La réponse paraît évidente. Beaucoup diront les assureurs paient, mais cette réponse est incomplète. Les compagnies d'assurance ne produisent pas de richesse magique, elles ne créent pas de l'argent à partir de rien, elles fonctionnent selon un principe fondamental de l'économie moderne, la mutualisation du risque. Chaque assuré verse une cotisation afin qu'un fonds collectif puisse indemniser ceux qui subissent un sinistre. Lorsque les sinistres restent relativement prévisibles, le système fonctionne efficacement. Mais lorsque surviennent des événements massifs et simultanés, comme des émeutes, l'équilibre économique du système est mis sous pression. Prenons un exemple simple. Un commerçant assure sa boutique contre les incendies et les dégradations. Il paie chaque année une prime d'assurance. Des milliers d'autres commerçants font la même chose. Les assureurs utilisent des cotisations pour indemniser les sinistres ordinaires, mais lorsque des centaines de commerces sont attaqués en quelques heures, les indemnisations explosent. Les compagnies d'assurance doivent alors puiser dans leurs réserves financières. À court terme, elles peuvent absorber le choc, mais à long terme, elles réagissent toujours de la même manière. Elles augmentent les primes. Autrement dit, le coût des destructions finit par être réparti sur l'ensemble des assurés. Ce mécanisme est essentiel à comprendre. Lorsque des individus détruisent des biens privés ou publics, la facture finale n'est pas uniquement supportée par les victimes directes, elle est progressivement transférée à des millions de citoyens sous forme de cotisations plus élevées. Le propriétaire d'un commerce paie davantage, le conducteur d'un véhicule paie davantage, l'entreprise qui assure ses locaux paie davantage et finalement, les consommateurs paient davantage à travers les prix. Les économistes parlent ici d'un phénomène de socialisation des coûts. Les bénéfices éventuels d'un comportement destructeur sont privés et immédiats, tandis que les coûts sont diffusés dans l'ensemble de la société. Mais les conséquences ne s'arrêtent pas là. L'assurance est un des piliers de l'économie moderne. Sans assurance, il devient extrêmement difficile d'investir. Pourquoi ? Parce que les banques refusent généralement de financer des projets qui ne sont pas protégés contre les principaux risques. Imaginons un entrepreneur qui souhaite ouvrir un magasin dans une zone régulièrement touchée par des violences urbaines. L'assureur peut considérer que le risque est trop élevé. Il augmente alors fortement la prime ou refuse tout simplement de couvrir l'activité. La banque observe cette situation et conclut que le projet est trop risqué. Le crédit est refusé, l'investissement ne se réalise pas, l'emploi n'est pas créé, la richesse potentielle disparaît avant même d'exister. C'est ainsi que l'insécurité produit des effets économiques durables. Les destructions visibles ne représentent souvent qu'une partie du problème. Le véritable coût se situe dans les investissements qui ne verront jamais le jour, dans les commerces qui ne seront jamais ouverts, dans les emplois qui ne seront jamais créés, dans les recettes
recettes fiscales qui ne seront jamais perçues. Dans les quartiers qui perdent progressivement leur attractivité économique, nous touchons ici à un principe fondamental de la liberté économique. Une économie libre repose sur plusieurs conditions indispensables: le respect du droit de la propriété, la sécurité des échanges, la stabilité juridique et la confiance. Sans ces éléments, le marché ne peut pas fonctionner efficacement. Pourquoi un individu investirait-il ses économies dans une entreprise s'il pense que ses biens peuvent être détruits sans conséquence? Pourquoi un investisseur financerait-il un projet dans une zone où les risques deviennent incontrôlables? Pourquoi une compagnie d'assurance accepterait-elle de couvrir des pertes qu'elle ne peut plus prévoir correctement? La sécurité n'est donc pas seulement une question policière, c'est également une condition économique fondamentale. L'histoire économique mondiale nous montre que les pays les plus prospères ne sont pas nécessairement ceux qui possèdent les plus grandes ressources naturelles, ce sont souvent ceux qui garantissent le mieux la sécurité juridique et la protection des propriétés privées. Lorsque ces garanties se dégradent, l'activité économique ralentit. Les capitaux deviennent prudents, les investisseurs recherchent des environnements plus stables, les assureurs augmentent leurs tarifs, les entreprises réduisent leurs projets, la croissance ralentit. Certains affirment parfois que les dégâts matériels ne sont pas si graves puisque leur réparation crée de l'activité économique. Cette idée est séduisante, mais elle est trompeuse. Un célèbre raisonnement économique explique pourquoi. Lorsqu'une vitrine est détruite, un vitrier sera efficacement payé pour la remplacer. On pourrait croire que cette dépense stimule l'économie, mais ce raisonnement oublie une question essentielle. Que se serait-il passé si la vitrine n'avait jamais été cassée? Le commerçant aurait peut-être utilisé cet argent pour moderniser son magasin, embaucher un salarié ou développer son activité. La destruction ne crée donc pas de richesse supplémentaire. Elle détourne simplement des ressources vers la reconstruction de ce qui existait déjà. C'est ce que les économistes appellent le coût d'opportunité. Chaque euro consacré à réparer des destructions est un euro qui ne finance pas l'innovation, la croissance ou l'investissement productif. L'État lui-même subit les conséquences de cette situation. Les émeutes génèrent des dépenses importantes pour les forces de l'ordre, la justice, les services de secours et les réparations des infrastructures publiques. Dans certains cas, la responsabilité de l'État peut également être engagée pour indemniser certaines victimes. Ces dépenses imprévues pèsent sur les finances publiques. Or, l'argent utilisé pour réparer les conséquences des violences ne peut pas être utilisé simultanément pour financer les écoles, les hôpitaux, les routes ou la réduction de la dette publique. Là encore, nous retrouvons la notion de coût d'opportunité. Au-delà des chiffres, il existe également un coût psychologique et institutionnel. La confiance est l'une des ressources les plus précieuses d'une économie moderne. Les entrepreneurs doivent avoir confiance dans l'avenir, les investisseurs doivent avoir confiance dans les institutions, les assureurs doivent avoir confiance dans leur capacité à évaluer les risques, les citoyens doivent avoir confiance dans la protection de leurs biens. Lorsque cette confiance s'érode, les comportements changent, les projets sont reportés, les investissements sont retardés, l'épargne reste inactive, la croissance devient plus faible. C'est pourquoi la question des émeutes dépasse largement le cadre des faits divers. Elle concerne directement la capacité d'une société à produire de la richesse. Elle concerne également la liberté économique, car la liberté économique ne signifie pas seulement la liberté d'entreprendre, elle suppose aussi la possibilité concrète de protéger les fruits de son travail. Un artisan qui investit dans son atelier, un commerçant qui ouvre une boutique, un entrepreneur qui embauche des salariés, tous ont besoin d'un environnement stable pour prendre des risques et créer de la valeur. L'assurance constitue l'un des outils essentiels de cette stabilité, mais lorsque les risques deviennent trop élevés, même le système assurantiel atteint ses limites. Les primes augmentent, les garanties diminuent, les exclusions se multiplient et progressivement le coût de la protection devient lui-même un frein à l'activité économique. En conclusion, les émeutes ne représentent pas seulement un problème de sécurité publique, elles constituent également un problème économique majeur. Elles fragilisent les assurances, elles augmentent le coût du risque, elles découragent l'investissement, elles pèsent sur les finances publiques et elles réduisent les conditions nécessaires à l'exercice de la liberté économique. La prospérité repose sur la
la création de valeur, l'investissement, l'innovation et la confiance. Chaque fois que la violence détruit ses fondements, c'est l'ensemble de la société qui en supporte le coût. La véritable question n'est donc pas seulement de savoir qui rembourse les dégâts, la véritable question est de savoir combien de richesses, combien d'emplois et combien d'opportunités disparaissent silencieusement à cause de ces destructions. Et cette facture-là est souvent beaucoup plus élevée que celle que l'on voit apparaître dans les comptes des compagnies d'assurance. Merci pour votre attention. N'hésitez pas à partager votre analyse dans les commentaires et à vous abonner pour de nouvelles réflexions sur l'économie, la finance et les enjeux de société.